Alors que les soirées dansantes s'égrènent, les journées des diplomates sont chargées. Pictet de Rochemont rencontre presque quotidiennement Capodistria pour s'entretenir de l'avancée des négociations. En effet, seul le comte Corfiotte, en tant que représentant du tsar, y est admis. Il est aussi l'un des 6 membres de la commission chargée de traiter la question suisse à Vienne. Il connaît bien le sujet. Le duo Capodistria-Pictet de Rochemont obtient le rattachement de Genève à la Suisse. Puis, lors du second congrès de Paris en 1815, il obtient la reconnaissance de la neutralité permanente de la Suisse. Capodistria est l'avocat le plus fidèle des intérêts genevois et suisses lors de ces congrès. Genève lui accorde en 1816 la citoyenneté d'honneur en remerciement de son action. Il s'installe dans la cité de 1822 à 1827. L'amitié nouée entre les 2 hommes perdure. Et en 1824, à la mort de Pictet de Rochemont, Capodistria le conduit au cimetière de Plainpalais. De tous ceux qui se sont intéressés à nos succès, personne ne l'a fait avec plus de suite, d'intelligence, de bienveillance et d'effet que le comte de Capodistria. Dans 92 conférences que j'ai eues avec lui, je l'ai toujours trouvé semblable à lui-même. Le meilleur guide, le meilleur conseil, et d'une patience que rien n'a pu lasser. Quoique les affaires de la Suisse lui aient souvent donné de justes sujets de dégoût et que la grande négociation de la Pologne et de la Saxe lui fut principalement confiée, ce qui aurait pu faire excuser son indifférence pour les intérêts de la petite Genève. Capodistria doit aussi faire face à l'indifférence de certains pour le sort d'une ville parmi tant d'autres sur le continent. J'ai rapporté dans une lettre à ma femme combien il sait se montrer combatif, alors même qu'il est par ailleurs si calme et si posé. Quelqu'un a dit en sa présence, il y a 3 jours, « On se dispute beaucoup à l'occasion de cette Genève, je ne vois pas quel grand mal il y aurait eu à la donner à la France. » Le comte sortit de ses gonds. « Un tel mot, dit-il, montre une extrême ignorance. Et je vous en demande pardon. Vous estimez Genève par ses dimensions territoriales, mais vous devriez savoir que c'est un foyer de génie et de connaissances. C'est une fiole d'essence précieuse. C'est un grain de musc qui parfume l'Europe entière. Je considère cette ville comme le sanctuaire de la vraie liberté, des mœurs, des sciences et de toutes les idées saines. C'est de là que viendra la résistance morale la plus efficace aux desseins subversifs de la France. C'est là que la Suisse trouvera des défenseurs habiles et dévoués. Ce serait un crime politique, sans but et sans excuse, dont la postérité accuserait éternellement le Congrès. » Il parlait si haut, il était si animé et si violent même, qu'il étonna tous ceux qui ne le connaissaient que prudent et mesuré. Capodistria m'a octroyé une grande marque de confiance en me chargeant de la rédaction du texte de la déclaration de la neutralité de la Suisse, pour laquelle il a tant œuvré. Il la signe ensuite de sa main, et en 1821, je publie anonymement un ouvrage pour rappeler l'importance pour l'Europe entière de la neutralité suisse et l'inviolabilité du territoire de la Confédération. Certains s'étaient en effet permis de remettre l'importance de la neutralité en doute. Un ouvrage republié quelques années plus tard, et cette fois sous mon nom. Mais alors que nous savourons le fruit de nos victoires diplomatiques et que nous saluons une paix retrouvée pour Genève et pour la Suisse, et leur nouvelle place dans l'Europe, un autre conflit éclate au sud-est de l'Europe. La Grèce proclame son indépendance. Capodistria quitte le service du tsar, déçu par son opposition à soutenir l'insurrection grecque et pour s'élancer dans ce nouvel épisode de l'histoire européenne.